Mon mari et sa famille m'ont entouré, me tendant des papiers. Tout est à nous maintenant, a-t-il ricané. Joyeux anniversaire. Mes enfants se sont aussi moqués de moi. Je suis restée silencieuse, j'ai signé, et je suis partie. En moins d'une semaine, tout ce qu'ils avaient volé est parti en fumée et ils m'ont supplié de les aider. On dit qu'on ne connaît vraiment quelqu'un qu'après avoir vu comment il agit quand il pense avoir tout gagné. À 42 ans, assise à mon propre dîner d'anniversaire, entourée de mon mari depuis 25 ans, de nos 2 enfants adultes et de nos amis les plus proches, j'ai regardé 14 personnes lever leur verre de champagne pour trinquer à ma destruction. La table en acajou contenait des papiers de divorce emballés dans un ruban rouge moqueur tandis que ma famille riait à des blagues soigneusement répétées sur mon inutilité. Ce qu'ils ne savaient pas, alors qu'ils célébraient le fait de prendre ma maison, mon entreprise et ma dignité, c'est que je documentais leur complot depuis 2 ans. Le garde de sécurité qu'ils avaient engagé pour m'escorter à l'extérieur témoignerait plus tard qu'il n'avait jamais vu quelqu'un renoncer à 30 millions de dollars avec un sourire aussi serein. C'est l'histoire de la façon dont le cadeau d'anniversaire qu'ils m'ont fait, mon anéantissement complet, est devenu l'arme même qui les a tous détruits. Mais avant de revenir là-dessus, commentez votre âge et d'où vous regardez. Et si cette histoire vous parle, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la tromperie, la trahison et la force de reprendre sa vie en main. L'air d'octobre portait une pointe de givre alors que Claire Matthews engageait sa Mercedes dans l'allée circulaire du domaine qu'elle appelait chez elle depuis 15 ans. Les fenêtres du manoir brillaient chaleureusement contre le ciel qui s'assombrissait. Chaque vitre promettait une célébration. Aujourd'hui marquait son 42e anniversaire, bien qu'elle ait dit à tout le monde 39 ans avec un clin d'œil qui ne trompait personne et charmait tout le monde. La façade en calcaire blanc semblait scintiller sous l'éclairage paysager que Daniel avait insisté pour installer au printemps dernier. Une autre dépense qu'elle avait discrètement approuvée sur les comptes de l'entreprise, un autre détail dont il s'était attribué le mérite au country club. Elle a vérifié son reflet dans le rétroviseur, lissant une mèche de cheveux blond miel qui s'était échappée de son chignon soigné. Les boucles d'oreilles en diamant que Daniel lui avait offertes pour leur 20e anniversaire ont capté la lumière. Étrange, pensa-t-elle, qu'il ait insisté pour qu'elle les porte ce soir. Pour les photos, avait-il dit ce matin-là, en levant à peine les yeux de son téléphone. Il y aurait toujours des photos à ses dîners d'anniversaire. Daniel s'en assurait. La documentation de leur vie parfaite, de leur famille parfaite, de leur succès parfait. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, inhabituelle pour le froid d'octobre. Claire l'a poussé pour trouver le hall d'entrée faiblement éclairé, seul le lustre à son réglage le plus bas. Pas d'explosion de surprise, pas de groupe d'amis avec le champagne déjà coulant, juste le murmure lointain de voix venant de la salle à manger, et le clic creux de ses talons sur le marbre qui semblait soudain trop fort. La voilà. La voix de Daniel venait de la salle à manger, mais elle manquait de la chaleur à laquelle elle s'attendait. La reine de la fête arrive enfin. Claire s'est arrêtée à l'entrée de la salle à manger, observant la scène qui se rejouerait plus tard dans son esprit avec une clarté cristalline. La table était dressée avec la bonne porcelaine, le motif Limoges de sa grand-mère qu'elle avait hérité et chéri. 14 couverts, bien qu'elle ne comptât que 12 personnes. Daniel était assis en bout de table, à sa place habituelle, avec leur fille, Madison, à sa droite, et leur fils, Jacob, à sa gauche. Tous deux, dans la vingtaine, arboraient des expressions qu'elle ne parvenait pas tout à fait à lire. Les lèvres de Madison se courbaient en ce qui aurait pu être un sourire si cela avait atteint ses yeux, tandis que Jacob étudiait son verre d'eau avec l'intensité de quelqu'un qui évite le contact visuel. Les parents de Daniel, Richard et Eleanor, occupaient les sièges les plus proches de leur fils. Tous deux assis droits comme des piquets, comme s'ils se préparaient pour une réunion du conseil d'administration plutôt qu'un dîner d'anniversaire. Les doigts de Richard tambourinaient contre la table, une habitude nerveuse qu'elle n'avait jamais vue chez le juge fédéral à la retraite. La bouche d'Eleanor était pincée de cette manière particulière qui précédait soit une critique, soit une très mauvaise nouvelle. Les Brennan étaient là, Tom et Patricia, leurs partenaires commerciaux des premiers jours, lorsque l'entreprise n'était qu'une idée esquissée sur des serviettes de café. Tom n'a pas croisé son regard. Patricia tordait sa serviette avec des doigts manucurés. Leur fils, Kyle, le meilleur ami de Jacob depuis le collège, était assis à côté d'eux, l'air profondément mal à l'aise. Margaret Chen, leur directrice financière et partenaire de tennis de Claire, était assise seule à l'autre bout, son visage habituellement chaleureux sculpté dans la pierre. À côté d'elle, le frère de Daniel, Marcus, sirotait ce qui semblait être son 3e ou 4e scotch, à en juger par le relâchement de ses épaules.
Chérie, a dit Claire en se dirigeant vers sa chaise habituelle, pour la trouver occupée par la mallette de Daniel. Je suis désolé d'être en retard de quelques minutes. L'arrangement floral pour la tombe de maman a pris plus de temps que prévu. Comme c'est touchant, a dit Madison, sa voix portant une pointe cassante qui a noué l'estomac de Claire. Toujours en train de jouer la fille dévouée, même aux morts. Madison, a dit doucement Claire, confuse par ce venin. Elles avaient eu leur moment, quelle mère et sa fille n'en avaient pas? Mais cela semblait différent, calculé. Est-ce que tout va bien? Tout est parfait, maman. Jacob a finalement levé les yeux et ce que Claire a vu dans les yeux de son fils l'a fait reculer. Ce n'était pas de la colère ou de la tristesse, ni même de la déception. C'était de la satisfaction. Absolument parfait. Daniel s'est levé, levant son verre de vin. Les autres ont suivi mécaniquement, bien que Claire ait remarqué que la main de Margaret tremblait légèrement. Avant de manger, a annoncé Daniel, j'ai un cadeau spécial pour ma femme. Il a tendu la main derrière sa chaise et a sorti un dossier, format légal manille, noué d'un ruban de velours rouge obscène que quelqu'un avait clairement ajouté après coup ou par moquerie. Le sourire de Daniel n'était que dans alors qu'il le faisait glisser sur la cajou vers sa place vide. Joyeux anniversaire, Claire. Voici ton avenir. La pièce a retenu son souffle. Même Marcus a arrêté de faire tourner son scotch. Claire a senti le poids de 24 yeux sur elle alors qu'elle tendait la main vers le dossier. Le ruban est tombé avec un murmure. À l'intérieur, les papiers étaient organisés avec des onglets de couleur. Le besoin compulsif de Daniel pour l'ordre, même dans la destruction. Elle a reconnu l'entête de Brennan, Michael et associate avant de comprendre les mots, requêtant dissolution de mariage. Ses doigts, stables après des années à signer des contrats, des lettres de confort et des chèques de charité, se sont tournés vers l'onglet suivant. Avise de quitter et de rendre les lieux. L'adresse du manoir l'a fixée en caractères gras. L'onglet suivant, transfert de participation. L'entreprise, son entreprise, celle qu'elle avait conçue alors que Daniel vendait encore des assurances, réattribuée uniquement à Daniel Matthews, président et PDG. Je ne comprends pas, a-t-elle dit, bien que la compréhension commençait déjà à poindre comme un lever de soleil froid. Ces documents, la plupart d'entre eux sont déjà signés. Ma signature est parfaitement légale. Tom Brennan a finalement parlé, sa voix épaisse de quelque chose qui aurait pu être de la honte si Claire avait prêté attention à autre chose qu'aux contrefaçons. Procuration. Vous l'avez signé lors de la restructuration de l'année dernière. À des fins fiscales, a dit lentement Claire. Vous avez dit que c'était à des fins fiscales, limitées à la transition de l'exercice fiscal. Les documents rédigés en termes généraux peuvent être si utiles. Richard a pris la parole, chaque centimètre le juge rendant un verdict. Vous devriez vraiment lire ce que vous signez, ma chère. Le rire a commencé avec Madison, vif et aigu comme du verre brisé. Oh mon Dieu, maman. Ta tête. Tu n'as vraiment pas vu ça venir? Tous ces déjeuners avec tes amis de charité, toutes ces journées au spa, et tu n'as jamais remarqué que papa restructurait toute ta vie. Jacob s'est joint à elle, un grondement plus bas que Claire avait entendu pour la dernière fois lorsqu'il avait marqué le but de la victoire au lacrosse au lycée. 30 ans de mariage et elle n'a jamais rien soupçonné. Papa, tu avais raison. Elle pensait vraiment qu'elle était intouchable. La maison est en transfert depuis 6 mois, a ajouté Eleanor, son ton conversationnel comme si elle discutait de papier peint. Daniel a déplacé des actifs depuis janvier. Vraiment, Claire? Pensais-tu pouvoir te la couler douce éternellement sur une bonne idée d'il y a 20 ans? Claire a posé les papiers avec un soin délibéré, les alignant parfaitement avec le bord de la table. Ses mains ne tremblaient pas. Sa voix, quand elle est venue, était stable comme un métronome. L'acquisition de Cavendish. Le sourire de Daniel a vacillé. Le règlement du procès Patterson. L'expansion à l'étranger que vous disiez nous mènerait à la faillite, mais qui a rapporté 40 millions la première année. Claire a continué, sa voix ne s'élevant jamais au-dessus du ton de la conversation. Le rebranding après la violation de données, le passage au service par abonnement, le partenariat avec Chin Industries. C'est de l'histoire ancienne, l'a coupé Daniel. Que as-tu fait récemment à part dépenser de l'argent et jouer la femme gracieuse? Claire a regardé autour de la table, cataloguant chaque visage avec la même attention qu'elle avait autrefois accordée aux cibles d'acquisition. Et vous tous, vous saviez. Tout ce dîner, cette performance. Vous saviez tous. C'est les affaires,
Claire. Patricia a finalement parlé. Rien de personnel. Rien de personnel, a répété Claire, goûtant les mots comme du vin tourné au vinaigre. 20 ans d'amitié et ce n'est pas personnel. Elle a pris le stylo que Daniel avait judicieusement fourni, le Mont-Blanc de son grand-père, a-t-elle remarqué, celui de son tiroir de bureau qu'elle pensait avoir égaré. Avec les mêmes mouvements précis qu'elle avait utilisés pour signer des milliers de chèques de charité et des contrats de plusieurs millions de dollars, elle a signé chaque document, les papiers de divorce, le transfert d'actifs, la cession de la maison, chaque signature parfaitement formée, chaque initiale exactement placée. C'est tout, a bredouillé Marcus de son coin. Pas de larmes, pas de supplications, pas de vin jeté au visage de quelqu'un. Claire s'est levée, lissant sa robe, la soie bleue que Daniel avait choisie pour elle ce matin-là. Un autre détail qui prenait maintenant tout son sens. Pourquoi ferais-je ça? Vous avez tous clairement exprimé vos positions. Daniel a de nouveau levé son verre, et les autres ont suivi plus avec enthousiasme cette fois, enhardi par sa reddition apparente. À la liberté, a-t-il déclaré. À la richesse. Au fait d'avancer sans poids mort. À la liberté, ont-ils fait l'écho, même Margaret, bien que Claire ait remarqué qu'elle n'a pas bu. À la famille, a ajouté Madison, en se liant le bras à son père. La vraie famille, celle qui compte. Claire a marché jusqu'à la porte d'un pas mesuré, ses talons marquant le rythme sur le parquet. Sur le seuil, elle s'est retournée. Le tableau était parfait, eux unis dans leur victoire, elle isolée dans la défaite. Elle a souri, l'expression sincère pour la première fois de la soirée. Profitez bien de la maison, a-t-elle dit. J'ai fait inspecter la fosse septique le mois dernier. Vous voudrez consulter le rapport que j'ai déposé. Des découvertes étranges. Tom, Patricia, vous voudrez peut-être revoir vos signatures sur les documents du partenariat Brennan de 2019. Ce que Daniel a déposé. Margaret, nous devrions discuter des divergences dans les rapports du 3e trimestre quand vous aurez un moment. Bien que je suppose que ce n'est plus mon problème. Le silence qui a suivi était différent. Incertain plutôt qu'attentif. Joyeux anniversaire à moi, a dit Claire, et elle a fermé la porte derrière elle. Le voiturier avait déjà amené sa voiture. Bien sûr qu'il l'avait fait. Ils avaient même planifié ce détail. Elle a conduit d'un pas régulier le long de l'allée sinueuse, passant devant les jardins qu'elle avait conçus, la fontaine qu'elle avait commandée, les grilles qu'elle avait fait installer après l'effraction que Daniel avait toujours insisté pour qualifier d'imagination paranoïaque de sa part. Elle a fait exactement 5 kilomètres avant de s'arrêter sur le parking vide d'une église. Là, dans l'obscurité entre les lampadaires, Claire Matthews s'est accordé exactement 5 minutes. Ses mains ont serré le volant assez fort pour laisser des marques. Les larmes sont venues par vagues, pour les enfants qui avaient choisi l'argent plutôt que leur mère, pour le mari qui avait joué une arnaque de 20 ans. Pour les amis qui n'avaient été tout sauf ça. Mais seulement 5 minutes. Elle avait appris il y a longtemps de sa grand-mère que le chagrin était un luxe et la rage un outil, et qu'il fallait savoir quand utiliser chacun. Elle a sorti son téléphone. Il couperait probablement le service dans quelques heures, et a ouvert une application cachée à 3 dossiers de profondeur, déguisés en minuteurs de méditation. Des centaines de fichiers lui ont clignoté au visage. Enregistrements audio, photographies, contrats, emails. Vous voulez jouer à des jeux, a-t-elle murmuré à l'écran lumineux. Jouons. Le Seahorse Motor Inn se dressait, accroupi à côté de la route 47, comme une relique d'une époque plus optimiste. Son enseigne au néon clignotait entre Vacancy et Vansancy, projetant une lumière rose inégale sur un parking plus troué que pavé. Claire se tenait à la réception à 23h47. Sa robe de soie bleue, absurdement élégante contre le lambris et l'ancienne affiche vantant la télévision par câble, la climatisation et le petit déjeuner continental. La réceptionniste de nuit, une femme d'une 60aine d'années avec des cheveux argentés et des bigoudis, a levé les yeux de ses mots croisés. La reconnaissance a traversé son visage. Tout le monde à Riverside connaissait la famille Matthews. Ils étaient dans les pages mondaines la semaine dernière. Un autre gala de charité. Une autre photo de famille parfaite. Dure soirée, ma belle, a demandé la femme, en faisant glisser un formulaire d'inscription sur le comptoir sans demander de pièce d'identité. On peut dire ça. Claire a rempli le formulaire avec une carte de crédit qu'elle gardait sous son nom de jeune fille. De vieilles habitudes de sa mère qui avait toujours dit qu'une femme devait avoir son propre argent et ses propres options. Juste pour quelques nuits.
Chambre 237, deuxième étage, au bout du couloir. La plus calme qu'on ait. La réceptionniste lui a tendu une vraie clé, pas une carte magnétique. Le petit déjeuner continental est de 6h à 9h, mais, elle a jeté un coup d'œil à la robe de créateur et aux boucles d'oreilles en diamant de Claire. Le café est horrible. Il y a un bon restaurant à 2 pâtés de maison au nord. Claire a réussi à sourire. Merci. La chambre sentait le désinfectant industriel et la vieille fumée de cigarettes que des décennies de politiques non-fumeurs n'avaient pas tout à fait réussi à effacer. Des rideaux orange juraient avec un couvre-lit vert. La télévision était boulonnée à la commode, mais c'était propre et c'était à elle. Et pour l'instant, c'était suffisant. Elle s'est assise sur le bord du lit et a enlevé ses talons. $800 de cuir italien qui avait été un cadeau de Daniel pour leur anniversaire. Ou plutôt un cadeau qu'elle avait acheté et qu'il avait présenté, comme tant de choses dans leur mariage. Son téléphone a vibré. Madison. Maman, arrête d'être dramatique. Rentre à la maison et on en parlera comme des adultes. Puis Jacob. Papa dit que tu as 48 heures pour être raisonnable avant qu'il ne gèle les comptes. Supprimer. Supprimer. Claire a sorti son ordinateur portable de son sac à main. La seule chose qu'elle avait eu la prévoyance de garder dans sa voiture. Pendant qu'il démarrait, elle s'est laissée aller aux souvenirs. 2 ans plus tôt, le bureau de Daniel à la maison, tard le soir. Elle était venue lui apporter du café et l'avait trouvé en conférence téléphonique, parlant sur le ton mielleux qu'il utilisait pour les OPA hostiles. La beauté de la chose, c'est qu'elle ne verra jamais rien venir. Claire me fait entièrement confiance. Nous sommes mariés depuis 23 ans. Elle signe tout ce que je lui mets sous le nez. La restructuration sera terminée avant qu'elle ne se rende compte qu'elle a été mise à l'écart. Elle était restée figée dans le couloir, le café refroidissant dans ses mains alors que la voix de Tom Brennan crépitait à travers le haut-parleur. « Et tu es sûr que la procuration tiendra le coup ? Richard dit que c'est béton. Assez large pour transférer des actifs, mais assez spécifique pour éviter un examen minutieux. D'ici à ce que nous ayons terminé, l'entreprise sera entièrement à mon nom, et Claire, eh bien, Claire aura ce qu'elle mérite, rien. » Cette nuit-là, elle avait commencé à tout documenter. L'écran de l'ordinateur portable s'est allumé. Claire a navigué vers son stockage en nuage. Pas le compte familial, mais un lié à une adresse email que Daniel ne connaissait pas. Des dossiers dans des dossiers, méticuleusement organisés. Divergences financières. Enregistrements audio. Contrats originaux. Documentation des brevets. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Matthews ? La voix était jeune. Nerveuse. C'est Alex Chin. Je travaillais à la comptabilité avant. Avant que votre mari ne me licencie le mois dernier. Alex. Elle se souvenait de lui. Brillant avec les chiffres. Nul en politique de bureau. Il est tard. Je sais. Je suis désolé. C'est juste que... J'ai entendu ce qui s'est passé ce soir. Kyle Brennan l'a posté sur Instagram avant que ses parents ne le lui fassent retirer. Madame Matthews, j'ai gardé des copies de tout avant qu'il ne me licencie. Je veux dire, je savais que quelque chose n'allait pas avec les livres. Claire a fermé les yeux. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous étiez la seule dirigeante à vous souvenir de mon nom. Et parce que ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas seulement cruel, c'est illégal. Ils ont convenu de se rencontrer le lendemain matin dans un restaurant à 30 minutes de la ville. Claire a raccroché et a ouvert le premier fichier audio. Daniel et Tom discutant de la manière de manipuler le conseil d'administration pour qu'il approuve le transfert d'actifs. Elle avait placé le dispositif d'enregistrement dans le bureau de Daniel après l'avoir acheté en espèces dans une boutique d'espionnage à 3 villes de là, se sentant ridicule jusqu'à ce qu'elle entende la première conversation. Un coup à la porte l'a fait sursauter. Trop tard pour le ménage. Trop tôt pour que quiconque l'ait trouvé. Elle s'est approchée du Judas. Margaret Chen se tenait dans le couloir, portant toujours sa robe du dîner, mais maintenant avec un manteau jeté par-dessus. Elle tenait une boîte d'archives. Claire a ouvert la porte mais ne l'a pas invitée à entrer. Je ne pouvais pas, a dit Margaret sans préambule. Je ne pouvais pas rester assise là et regarder ça et ne pas, elle a tendu la boîte vers l'avant. Des copies de chaque document financier des 3 dernières années. Les vrais,
pas les versions que Daniel a présentées au conseil d'administration, y compris le compte au Caïman dont il ignore que je connais l'existence. Vous pourriez tout perdre, a dit Claire. Votre poste, votre réputation. J'ai déjà perdu tout ce qui comptait quand je me suis assise à cette table ce soir et que j'ai levé mon verre. La voix de Margaret s'est brisée. Il y a 20 ans, vous m'avez donné une chance alors que personne d'autre n'embaucherait une femme chinoise pour un poste de directrice financière. Vous m'avez encadré. Vous m'avez défendu contre le conseil d'administration quand ils ont dit que j'étais trop jeune, trop inexpérimentée, trop différente. Et ce soir, je suis restée assise là et j'ai trinqué à votre destruction. Claire a pris la boîte. Vous n'aviez pas le choix. Il y a toujours un choix. J'ai juste fait le mauvais jusqu'à maintenant. Margaret s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Il détourne de l'argent depuis 5 ans, Claire. Peut-être plus. La piste est profonde. Soyez prudente. Un homme qui peut sourire en détruisant sa femme de 25 ans. Il n'y a rien qu'il ne fera pas. Après le départ de Margaret, Claire a étalé les documents sur le lit. Des postes qui ne correspondaient pas. Des paiements à des fournisseurs qui n'existaient que sur le papier. Des honoraires de consultation à des entreprises appartenant aux sociétés écrans de Daniel. Tout était là, noir sur blanc, une piste de papier de détournement de fonds déguisés en dépenses d'entreprise. Son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était son banquier personnel qui appelait malgré l'heure tardive. Claire, je ne suis pas censé vous contacter, mais je vous connais depuis 15 ans. Vos comptes joints seront gelés à 9 h demain. Si vous devez déplacer des fonds de votre compte personnel, celui à votre nom de jeune fille, faites-le ce soir. Claire l'a remercié et a immédiatement transféré l'argent sur un nouveau compte dans une autre banque. Ce n'était pas beaucoup. Elle n'avait jamais ressenti le besoin de cacher des actifs importants à Daniel, mais cela lui permettrait de tenir quelques mois. Elle a travaillé toute la nuit, organisant les preuves, créant des chronologies, construisant le cadre d'un dossier. Alors que l'aube filtrait à travers les rideaux orange, elle s'est accordé un moment de satisfaction amère. Daniel pensait avoir gagné avec des signatures falsifiées et des manipulations juridiques. Mais il avait oublié qui avait réellement bâti l'entreprise, qui savait où tous les cadavres étaient enterrés, qui avait des relations plus profondes que les adhésions à des country clubs et les copains de golf. Un nouveau message est apparu sur son téléphone d'un numéro inconnu. Madame M, j'ai entendu parler de ce soir. Votre mari m'a arnaqué sur l'affaire Patterson il y a 3 ans. J'attendais une chance de lui rendre l'appareil. Appelez-moi. James Patterson. Puis un autre. Claire, c'est Suzanne du conseil d'administration de la Charité. Je viens d'apprendre. Daniel ne sait pas que je suis maintenant au comité du commerce de l'État. Nous devrions parler. Et un autre. Et Madame Matthews, c'est Tony des services généraux. Ce problème électrique au manoir ce soir. Je peux le faire se reproduire quand vous voulez. Ils vous ont maltraité. Claire s'est regardée dans le miroir fissuré du motel. Son maquillage était étalé. Sa robe de grand-mère était froissée au-delà de toute rédemption. Elle avait perdu sa maison, ses enfants, ses prétendus amis. Mais dans leur cruauté, ils avaient commis une erreur critique. Ils ne lui avaient rien laissé à perdre et tout à gagner. Elle a ouvert un nouveau document sur son ordinateur portable et a commencé à taper. Plan de relance stratégique, phase 1. La cafetière horrible du Seahorse Motor Inn a gargouillé alors qu'elle travaillait. Dehors, Riverside se réveillait à ce qui ressemblait à un jeudi ordinaire. Les pages mondaines publieraient bientôt l'histoire. Le divorce des Matthews, le scandale de tout ça. Laissez-les parler. Pendant qu'ils bavardaient, elle travaillerait. Pendant qu'ils spéculaient, elle se préparerait. Daniel lui avait offert le cadeau d'anniversaire de la liberté, mais pas de la manière dont il l'entendait. Il l'avait libéré de l'illusion que leur vie commune avait signifié quelque chose. Il l'avait libéré du fardeau de faire confiance à des gens qui ne méritaient aucune confiance. Plus important encore, il l'avait libéré de toute obligation de jouer franc jeu. La phase suivante commencerait dans 3 heures, lorsqu'elle rencontrerait Alex Chin au restaurant. Elle porterait la seule autre tenue qu'elle avait dans sa voiture, un jean et un pull de son sac de sport qu'elle gardait toujours dans le coffre. Fini les robes de créateur et les talons douloureux. Fini de jouer la femme parfaite. Claire Matthews en avait fini d'être une décoration. Il était temps de leur rappeler à tous pourquoi c'était elle qui avait bâti un empire en premier lieu. Pendant qu'elle tapait,
sa bague de mariage a capté la lumière du matin. 25 ans réduit à un accessoire dans la performance de quelqu'un d'autre. Elle l'a retirée et l'a posée sur la table de chevet. Plus tard, elle la mettrait en gage. Pour l'instant, elle pouvait rester là, un petit monument à la vie qui était morte la nuit dernière, et une promesse de la résurrection à venir. Le manoir des Matthews brillait sous le soleil de novembre comme un monument au succès. Daniel se tenait sur la terrasse en marbre, supervisant les préparatifs de ce que les pages mondaines appelleraient l'événement de la saison, une célébration de son indépendance retrouvée et de la restructuration excitante de l'entreprise. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le dîner d'anniversaire de Claire, et Daniel avait passé chaque jour depuis à cimenter son récit. Le mari dévoué enfin libéré de sa femme parasite. La sculpture de glace doit être déplacée, a ordonné Madison au personnel de restauration avec le ton impérieux qu'elle avait perfectionné dans son pensionnat suisse. Papa veut qu'elle soit visible sous tous les angles lorsque les photographes arriveront. La sculpture de glace en forme d'aile d'ange, la petite blague de Daniel sur sa liberté, mesurait 2,5 mètres de haut et commençait déjà à suer dans l'après-midi anormalement chaud. Jacob se prélassait au bord de la piscine, faisant défiler son téléphone pendant que les barman installaient des postes autour de lui. Le journal publie le portrait demain, a-t-il crié à son père. Daniel Matthews, l'architecte de l'innovation. Ils ont gobé toute l'histoire sur le fait que tu as porté maman pendant 20 ans. Le sourire de Daniel était étudié, présidentiel. La vérité a une façon de faire surface, mon fils. À l'intérieur du bureau du manoir, Richard et Eleanor Matthews tenaient salon avec le cercle intime de leur fils. Tom Brennan vérifiait nerveusement sa montre tandis que sa femme Patricia retouchait son rouge à lèvres pour la 4e fois. « Arrête de gigoter », a ordonné Eleanor. « Tu rends tout le monde nerveux. » Le groupe Morrison a résilié son contrat hier, a dit doucement Tom. Ses 3 gros clients cette semaine. Turbulence temporaire, a déclaré Richard avec une autorité judiciaire. Une fois le divorce finalisé et le récit établi, ils reviendront en rampant. Mais Tom avait vu les emails, des préoccupations soigneusement formulées concernant des irrégularités financières et des questions de gouvernance. Quelqu'un chuchotait dans des oreilles, et les chuchotements dans le monde des affaires pouvaient devenir des rugissements du jour au lendemain. Marcus Matthews est arrivé en retard, comme d'habitude, déjà avec 3 verres dans le nez bien qu'il soit à peine midi. « Frère », a-t-il bredouillé en embrassant Daniel. Le roi du château, enfin seul sur son trône. Pas seul, a corrigé Madison en se liant le bras à son père. Il a sa vraie famille. Alors que les invités commençaient à arriver, une sélection minutieuse de l'élite des affaires de Riverside, de personnalités politiques et de figures de la société, Daniel a travaillé la foule avec une aisance étudiée. Il a raconté l'histoire de sa libération avec juste assez de souffrance humble pour paraître sympathique. Pauvre Daniel, portant le poids mort d'une femme non impliquée. Pauvre Daniel, enfin libre d'atteindre son vrai potentiel. Le député Blake lui a serré la main chaleureusement. Fâcheux pour Claire, mais parfois nous devons couper nos pertes. En parlant de ça, j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des irrégularités avec vos contrats fédéraux. Le sourire de Daniel n'a jamais vacillé. Audit de routine. Rien d'inquiétant. Mais les yeux de Blake étaient calculateurs. Bien sûr. Cependant, vous voudrez peut-être vérifier avec votre directrice financière. Margaret Chen semblait assez préoccupée lorsqu'elle a appelé mon bureau hier. Daniel s'est excusé et a trouvé Margaret près de la fontaine de champagne. Sa robe impeccable, son expression indéchiffrable. Vous avez appelé le bureau de Blake. Ils m'ont appelé, a répondu soigneusement Margaret. Des questions sur les paiements des fournisseurs? Je les ai renvoyés à notre service juridique, bien sûr. Quel genre de questions? Le genre qui suggère que quelqu'un leur a fourni des informations très spécifiques. Elle a pris une délicate gorgée de champagne. Le genre de questions sur le compte au Caïman. La mâchoire de Daniel s'est crispée. C'est impossible. Seules 3 personnes sont au courant. 2 personnes, a corrigé Margaret. Je n'ai jamais été au courant. Vous vous souvenez? Selon la documentation, ces transferts n'ont jamais eu lieu. Je n'ai certainement jamais donné mon accord. La fête continuait autour d'eux. Les rires et la musique masquant le froid soudain entre le PDG et la directrice financière. Vous êtes toujours de mon côté, n'est-ce pas, Margaret? Je suis du côté de la comptabilité exacte, a-t-elle répondu et s'est éloignée,
laissant Daniel se demander si c'était une réponse ou une menace. Au bord de la piscine, Madison tenait salon avec ses amis influenceurs, diffusant la fête en direct à ses 50 000 abonnés. Vous pouvez voir à quel point papa est plus heureux sans l'énergie toxique, a-t-elle raconté à son téléphone. Certaines personnes, elle a fait une pause dramatique, drainent simplement la vie de tout le monde autour d'elle. Un commentaire est apparu immédiatement. N'est-ce pas ta mère qui a conçu cette piscine et les jardins et en gros toute la maison? Madison l'a supprimé, mais 3 autres commentaires similaires sont apparus. Puis 10, puis des dizaines. Elle a mis fin à la diffusion, déstabilisée. Son nombre d'abonnés était en baisse. Hier, c'était 50 000. Aujourd'hui, 48 000 et ça continue de baisser. À l'intérieur, Jacob avait ses propres problèmes. Son fonds en fiducie, qui aurait dû être accessible maintenant que le divorce était en cours, était gelé en attendant l'examen de l'origine des actifs. C'est une formalité, lui a assuré l'avocat de la famille par téléphone. Bien que quelqu'un ait soulevé des questions sur les sources de financement initial, quelque chose à propos de brevets qui n'auraient peut-être pas été correctement transférés. Jacob a trouvé son père dans la cave à vin, sélectionnant des bouteilles pour le dîner. « Papa, mon fonds en fiducie. »« Pas maintenant », a lancé Daniel, puis il s'est adouci. « Ce n'est rien. » La tentative pathétique de vengeance de Claire. Ce sera réglé d'ici lundi. Mais lundi était dans 3 jours, et Jacob avait des dettes. Des dettes de jeu, le genre qui n'attend pas les formalités légales. Son téléphone a vibré avec un autre message de son bookmaker. 48 heures, Junior. L'argent de ton père ne t'aidera pas si tu ne paies pas, la fête a atteint son apogée à l'approche du coucher du soleil. Daniel est monté sur une scène de fortune au bord de la piscine, levant son verre pour un toast. La foule s'est tue, les téléphones levés pour capturer le moment. Il y a 3 semaines, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, a-t-il commencé. Mais parfois, nous devons reconnaître quand un partenariat est devenu un fardeau. Quand une personne porte tout le poids tandis qu'une autre. Les lumières se sont éteintes. Toutes les lumières du manoir, simultanément. La musique s'est arrêtée. Les projecteurs de la sculpture de glace se sont éteints. Pendant 30 secondes, 200 invités sont restés dans une pénombre confuse. Puis, avec un grognement électrique, tout a vacillé et s'est rallumé. Sauf que la sculpture de glace fondait plus vite maintenant. Et alors qu'elle s'effondrait, tout le monde a pu voir ce qui avait été gelé à l'intérieur. Des documents visibles à travers la glace transparente avec le mot « fraude » estampillé en encre rouge. Problème technique, a annoncé Daniel avec une joie forcée. Les périls d'une vieille maison. Mais le photographe du Tribune avait déjà pris la photo. Daniel Matthews, adossé à un ange fondant avec le mot « fraude » visible derrière lui. Elle serait publiée dans la page financière, pas dans la section mondaine. Cette nuit-là, après le départ des invités avec des spéculations murmurées, la famille s'est réunie dans le bureau. L'ambiance était décidément différente d'il y a 3 semaines. C'était du sabotage, a déclaré Eleanor. Quelqu'un du personnel. Déjà licencié l'électricien, l'a coupé Daniel. Mais le mal est fait. Cette photo sera partout d'ici demain. Mon nombre d'abonnés est descendu à 43 000, a dit Madison en regardant son téléphone. Quelqu'un mène une campagne de bots mettant en lumière tout ce que maman a fait pour l'entreprise. Saviez-vous qu'elle détient 12 brevets? Je ne le savais pas, parce que ça n'a pas d'importance, a insisté Daniel. J'ai bâti cette entreprise. Avec son idée, l'a interrompu Jacob, assez ivre pour être honnête. C'est ce que tout le monde dit en ligne. Que tu étais un vendeur d'assurance médiocre jusqu'à ce que maman invente le produit de base. La gifle a été si soudaine que même Eleanor a eu un hoquet. Jacob a touché sa joue rougie, quelque chose changeant dans ses yeux. Tu te sens mieux, papa? C'est comme ça que tu vas gérer chaque problème maintenant? Les investisseurs qui posent des questions, le conseil d'administration qui s'inquiète. Tu vas les gifler aussi? Sors, a dit doucement Daniel. Reviens quand tu te souviendras de quel côté tu es. Jacob est parti, mais pas avant de dire, peut-être que je commence à me demander s'il y a plus de 2 côtés. Seul dans son bureau plus tard, Daniel a ouvert son ordinateur portable pour trouver 17 emails de membres du conseil d'administration. Tous des variations de préoccupations concernant les développements récents et les risques de réputation. Le cours de l'action avait chuté de 8% en 3 jours.
Son téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. La sculpture de glace était créative, tu ne trouves pas? Mais ce n'est que le début. Chaque mensonge que tu as raconté, chaque document que tu as falsifié, chaque dollar que tu as volé, tout va être mis en lumière. Profite de ta fête de la victoire. C'est la dernière que tu auras. Daniel s'est versé un scotch avec des mains qui tremblaient légèrement. Dehors, les lumières de la piscine ont vacillé, juste un instant, juste assez pour lui rappeler que quelqu'un, quelque part, contrôlait plus qu'il ne l'avait réalisé. La salle du conseil d'administration de Matthews Innovation Corporation avait été le sanctuaire de Daniel pendant une décennie. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, une table en marbre italien qu'il avait personnellement choisie, des murs tapissés de photos de lui avec des gouverneurs, des sénateurs et des titans de l'industrie. Maintenant, lors de la réunion d'urgence qu'il avait convoquée pour gérer les dégâts, cela ressemblait plus à une salle d'audience. L'action a chuté de 12% en 5 jours, a annoncé Harrison Clark, membre du conseil, sans préambule. Nous avons reçu des demandes formelles de 3 organismes de réglementation. Daniel, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Daniel se tenait en bout de table, sa position habituelle, mais plusieurs chaises étaient vides. L'absence de Margaret Chen était visible. Elle s'était déclarée malade pour la première fois en 5 ans. Une ex-femme vengeresse qui répand des rumeurs, a dit Daniel d'un ton mielleux. Rien de plus. Nos fondamentaux sont solides. Nos fondamentaux sont remis en question par la SEC, l'a interrompu Sandra Vega, la plus ancienne membre du conseil. Quelqu'un leur a envoyé de la documentation sur des sessions de brevets qui ne correspondent pas à nos dépôts. Harrison a fait glisser un dossier sur la table. Ceci est arrivé à mon bureau hier. Par coursier, sans adresse de retour. Daniel l'a ouvert pour trouver des photocopies des demandes de brevets originales pour leurs produits de base, toutes de l'écriture de Claire avec sa signature en tant qu'unique inventeur. Ces contrefaçons, les lui attribuant, étaient attachées à côté. Les différences étaient évidentes même pour un observateur occasionnel. Il doit y avoir une explication, a dit Richard depuis sa position de conseiller du conseil. Mon fils ne ferait jamais. Votre fils doit expliquer pourquoi 3 millions de dollars en paiement de fournisseurs sont allés à des entreprises qui n'existent pas, l'a coupé Sandra. Le FBI m'a contacté ce matin. Le FBI, a balbutié Richard. La porte de la salle du conseil s'est ouverte et Margaret Chen est entrée, l'air en parfaite santé. Mes excuses pour le retard. Je rencontrais nos auditeurs externes. Je pensais que tu étais malade, a dit Daniel. J'étais malade de mentir. Elle a posé un épais classeur sur la table. Le conseil d'administration doit voir les vrais livres, pas les versions que Daniel présente. J'ai également préparé ma démission, effective immédiatement après cette réunion. Tu ne peux pas, a commencé Daniel. Je peux et je le ferai. Mais d'abord, le conseil d'administration mérite la vérité sur les annulations de contrats des groupes Morrison, Patterson et Schein. Margaret a ouvert le classeur. Ils ne se sont pas retirés à cause du scandale du divorce. Ils se sont retirés parce que quelqu'un leur a envoyé la preuve que Daniel les surfacturait de 40% et cachait les bénéfices dans des comptes offshore. C'est de l'espionnage industriel. Daniel a frappé du poing sur la table. Non, a dit doucement Harrison. C'est du détournement de fonds. Sandra, je propose un vote de défiance immédiat envers Daniel Matthews en tant que PDG. Vous avez besoin d'une cause, a interjeté Richard. Une cause légale, pas des soupçons. Nous avons une cause, a répondu Sandra. Margaret, parlez-leur de l'accord Brennan. Margaret a sorti un autre document. Il y a 3 jours, Tom Brennan est venu me voir en toute confiance. Il a examiné les accords de partenariat de 2019 qui ont établi la relation de son cabinet avec notre entreprise. Les signatures ne correspondent pas. Quelqu'un a falsifié une signature sur des termes qui donnaient à Daniel un contrôle personnel sur les actifs du partenariat. Tom Brennan avait été l'allié de Daniel il y a 3 semaines. Maintenant, il sauvait sa propre peau. J'ai besoin d'une semaine, a dit Daniel. Une semaine pour fournir une documentation complète. Vous avez 24 heures, a déclaré Harrison. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est demain à midi. Venez avec des réponses ou venez avec votre démission. Ce soir-là, Daniel a convoqué son cercle intime au manoir. La pièce qui avait été pleine de conspirateurs il y a 3 semaines ne contenait maintenant que ses parents, Marcus et une Madison réticente.
Jacob n'avait pas retourné ses appels. Nous devons détruire ces documents originaux, a dit Eleanor. Si Claire les a, elle a des copies de tout, a admis Daniel. Elle doit planifier ça depuis des mois, des années peut-être. Alors nous la discréditons, a suggéré Richard. Instabilité mentale, fantasme de vengeance. Rendons son témoignage sans valeur. Madison a levé les yeux de son téléphone. Papa, il y a autre chose. Quelqu'un a divulgué les documents de la fiducie familiale à un blogueur financier. Celui qui montre que mon fonds en fiducie et celui de Jacob ont été entièrement financés par des brevets déposés par maman. Daniel a attrapé son téléphone. L'article de blog était intitulé « Le véritable inventeur derrière Matthews Innovation » et ce n'est pas celui que vous pensez. Il avait 200 000 vues en 3 heures. Supprime ça, a-t-il ordonné. Appelle nos avocats. Il a été republié des centaines de fois. Reddit, Twitter, forum financier. La voix de Madison était faible. Papa, est-ce que c'est vrai? Est-ce que maman a vraiment inventé le produit de base? Est-ce que ça a de l'importance, a claqué Daniel. Oui, a dit Madison, et pour la première fois depuis le dîner d'anniversaire, elle a semblé incertaine. Ça a de l'importance si nous l'avons détruite pour quelque chose qu'elle a créé. Marcus, qui buvait tranquillement dans un coin, a ri amèrement. Bien sûr qu'elle l'a créé. Danny Boy vendait des assurances à des dentistes quand Claire a eu l'idée de l'algorithme. J'étais là, tu te souviens? Ce week-end à la maison du lac quand elle est restée debout 3 nuits d'affilée à coder le prototype. Tais-toi, Marcus. Pourquoi? Parce que la vérité fait mal? Marcus s'est levé, vacillant légèrement. Tu veux savoir ce qui est vraiment drôle? Claire m'a appelé la semaine dernière. M'a offert un accord. L'immunité en échange d'un témoignage. L'immunité totale, Daniel. La pièce est devenue glaciale. Tu n'as pas, a commencé Eleanor. Je n'ai pas encore décidé, a dit Marcus en se dirigeant vers la porte. Mais te regarder te démener rend la décision plus facile. Après son départ, le téléphone de Daniel a sonné. Tom Brennan. Ne m'appelle plus, a dit Tom sans saluer. Mes avocats m'ont conseillé de cesser tout contact. Et Daniel, Patricia et moi sommes prêts à témoigner que vous nous avez promis 30% de l'entreprise en échange de notre coopération dans le montage du divorce. Nous avons les emails. La ligne est devenue silencieuse. À minuit, seul dans son bureau, Daniel a ouvert son coffre-fort pour récupérer son assurance. Les vrais livres, les documents qui pourraient tout expliquer s'ils étaient correctement présentés. Le coffre-fort était vide, à l'exception d'une seule feuille de papier. Vous cherchez quelque chose? Vérifiez vos emails. Son ordinateur portable a sonné. Un nouveau message. Pas d'adresse d'expéditeur. Objet, la vérité. L'email contenait un seul lien. Daniel a cliqué. Un site web s'est ouvert. The Matthews File, conçu par des professionnels, complet, dévastateur. Chaque document falsifié à côté de son original, des enregistrements audio de Daniel planifiant le vol d'actifs avec ses avocats, des images de sécurité de lui accédant à l'ordinateur de Claire avec ses mots de passe, des dossiers financiers montrant le pillage systématique de l'entreprise. Mais le pire était en bas. Une vidéo datée d'il y a 5 ans. Daniel dans son bureau, au téléphone. Claire est trop crédule. Elle croit vraiment que je l'aime. Une fois que j'aurai le contrôle des brevets, elle est partie. Les enfants choisiront l'argent plutôt que leur mère. Ils le font toujours. Et elle sera trop brisée pour se battre. Le site web avait un compteur en bas. Lancement public dans 11h47. Daniel a appelé l'ancien numéro de Claire, sachant qu'il était déconnecté. Puis son avocat, pas de réponse. Son propre avocat a décroché à la 5e sonnerie. Avez-vous vu? Tout le monde l'a vu, Daniel. Il a été envoyé à tout le conseil d'administration, aux actionnaires, à la SEC, au FBI et au journal. Je me retire de votre défense, avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas représenter quelqu'un qui m'a menti sur chaque aspect de son cas. Bonne chance demain. Daniel est resté assis dans le bureau sombre, regardant le compteur défiler. Dehors, les lumières de la piscine vacillaient dans un motif qu'il commençait à reconnaître comme de la moquerie. Quelque part dans la ville,
Claire orchestrait sa destruction avec la même précision qu'elle avait autrefois utilisée pour bâtir leur empire. Son téléphone a vibré. Un SMS de Jacob. Maman m'a offert un accord. Témoigner sur le montage du dîner d'anniversaire. Gardez mon fonds en fiducie. Papa, j'ai des dettes dont tu n'es pas au courant. De mauvaises dettes. J'accepte l'accord. Puis, Madison. Les commentaires sur mes réseaux sociaux sont brutaux. Ils me traitent de complice. Une fille a posté une vidéo de moi à l'événement de charité de maman l'année dernière, parlant de la façon dont elle m'a tout appris sur les affaires. J'ai l'air d'un monstre. Papa, je reste chez Ashley ce soir. Daniel s'est versé un autre scotch et a remarqué que ses mains tremblaient. La sculpture de glace à la fête avait été un avertissement qu'il avait ignoré. Les lumières vacillantes étaient des messages qu'il avait rejetés. Mais ça, c'était le coup de grâce. Il a composé un dernier numéro. L'avocate de Claire pour le divorce, Rosa Vaille. Madame Vaille. Je veux négocier. Monsieur Matthews, il est plus de minuit. Je sais qu'elle écoute. Dites-lui que je lui donnerai tout. La maison, l'entreprise, les actifs, tout. Juste qu'elle arrête le site web. La voix de Rosa était professionnellement neutre. Je transmettrai votre message. Cependant, je dois vous informer que la position de ma cliente a évolué. Elle ne veut plus ce que vous avez pris. Elle veut la justice pour la façon dont vous l'avez pris. La ligne est devenue silencieuse. Le compteur continuait de défiler. Daniel Matthews était assis dans son empire de marbre et de verre, regardant les chiffres numériques compter à rebours jusqu'à son exécution publique. L'homme qui avait orchestré une trahison parfaite apprenait ce que Claire avait toujours su. Le seul crime parfait est celui où vous ne laissez pas votre victime en vie pour comploter sa vengeance. Et Claire Matthews était bien vivante. À 3 heures du matin, incapable de dormir, Daniel a traversé le manoir. Chaque pièce contenait des fantômes maintenant. Claire choisissant les couleurs de peinture. Claire concevant l'agencement. Claire organisant des fêtes qui ont bâti les relations qu'il avait revendiquées comme siennes. Dans la cuisine, il a trouvé un post-it qu'elle avait laissé sur le réfrigérateur il y a 3 semaines et toute une vie. Daniel, dîner avec les chaînes déplacées à 20 heures. N'oublie pas le cadeau d'anniversaire de Patricia. Je t'aime. Je t'aime. Il a froissé la note puis l'a lissée à nouveau. En 25 ans de mariage, combien de notes de ce genre avait-elle laissées? Des milliers? Des dizaines de milliers, chacune signée avec une affection désinvolte qu'il avait tenue pour acquise, puis militarisée, puis détruite. La sonnette a retenti à l'aube. Daniel a trouvé un huissier de justice sur son perron. Daniel Matthews, vous êtes poursuivi pour fraude d'entreprise, détournement de fonds, falsification et abus de confiance. Bonne journée. Derrière l'huissier, des camionnettes de presse se rassemblaient déjà. Le site web avait été mis en ligne plus tôt. Le téléphone de Daniel a explosé d'appels, de SMS, de mails, le conseil d'administration exigeant sa présence immédiate, les investisseurs menaçant de poursuites, ses enfants demandant ce qu'ils devaient dire aux médias. Mais le seul message qui comptait était celui qui est arrivé à 11h58, 2 minutes avant l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Joyeux anniversaire, Daniel. Je t'ai donné exactement ce que tu m'as donné. L'avenir que tu mérites. Claire. La salle du conseil était bondée lorsque Daniel est arrivé. Harrison Clark n'a pas attendu qu'il s'assoie. Le vote a été unanime. Vous êtes licencié. Avec effet immédiat. La sécurité vous escortera à l'extérieur. Vos effets personnels vous seront expédiés, bien que je doive vous avertir que des agents fédéraux ont un mandat pour les fouiller d'abord. Daniel a regardé autour de la pièce des visages qui lui avaient autrefois montré de la déférence, voire de la peur. Maintenant, il ne voyait que du dégoût et un désir de se distancer de l'épave. C'est mon entreprise. C'est l'entreprise de Claire Matthews, a corrigé Sandra Vega. Ça l'a toujours été. Nous vous avons juste laissé faire semblant. Sécurité. Alors que deux gardes le flanquaient, Daniel a vu Margaret Chen assise dans son ancien fauteuil. Elle avait été nommée PDG par intérim. Le premier point à son ordre du jour était clairement visible. Rétablissement de Claire Matthews en tant que directrice de l'innovation et actionnaire majoritaire. La dernière chose que Daniel a vue avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment était son propre portrait en train d'être retiré du mur.
Le lendemain du licenciement de Daniel est arrivé gris et bruineux. Une pathétique coïncidence que Claire aurait pu apprécier si elle ne s'était pas concentrée sur les documents juridiques étalés sur son bureau dans les modestes locaux de Rosa Vaille et Associates. Elle avait quitté le Seahorse Motor Inn pour un appartement meublé en centre-ville, anonyme et efficace. Les diamants étaient partis, vendus pour financer sa guerre. Les vêtements de marque avaient été donnés. Ce qui restait était plus aiguisé, plus net, plus dangereux. Votre fille est dehors, a annoncé Rosa depuis l'embrasure de la porte. Elle est assise dans sa voiture depuis 20 minutes. Claire n'a pas levé les yeux du rapport de comptabilité judiciaire. Laissez-la décider. À travers la fenêtre, elle pouvait voir Lena. Elle avait cessé d'être Madison au moment où elle avait ri à ce dîner d'anniversaire, agrippant son volant, son visage une étude de conflit. La fille qui avait diffusé en direct la fête de la victoire de son père était maintenant assise dans une Honda de 3 ans, sa BMW ayant été saisie lorsque le gel du fonds en fiducie s'est étendu à tous les actifs familiaux, en attendant l'enquête. Finalement, la portière de la voiture s'est ouverte. Lena a traversé la pluie sans parapluie, ses bottes de créateur éclaboussant les flaques d'eau. Quand Rosa l'a escortée à l'intérieur, Claire a vu sa fille clairement pour la première fois depuis des années. Pas l'influenceuse soignée ou la belle-fille à papa, mais une jeune femme de 23 ans qui venait d'apprendre que chaque privilège dont elle avait joui provenait d'un vol. Maman. Le mot est sorti, craquelé. Claire a posé son stylo. Si tu es ici pour espionner pour ton père, tu devrais savoir que j'enregistre cette conversation. Je ne le suis pas, Lena s'est arrêtée, puis a ri amèrement. Bien sûr que tu enregistres. Tu as tout enregistré pendant des années, n'est-ce pas? Pendant que nous pensions que tu jouais juste à la femme au foyer. Je jouais à la femme au foyer. Je me protégeais aussi. Claire a sorti un dossier. Assieds-toi. Lena s'est assise et Claire a poussé le dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des SMS, des captures d'écran que Daniel avait envoyées à ses 2 enfants des semaines avant l'embuscade d'anniversaire. Opération Libération, a lu Lena à voix haute. Les enfants, votre mère est devenue un poids mort. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons nous libérer et assurer votre avenir. Elle vous fait entièrement confiance. Utilisez ça. Ses mains tremblaient. Il a appelé ça une opération. Comme si nous étions. Comme si tu étais une ennemie à éliminer. Tu avais 23 ans, a dit Claire d'un ton égal. Assez grande pour savoir mieux. Il a dit que tu n'avais jamais rien apporté, que tu saignais l'entreprise à blanc avec tes œuvres de charité et ton arrivisme. Il nous a montré des feuilles de calcul. Des feuilles de calcul falsifiées. Je le sais maintenant. Lena a sorti son téléphone, faisant défiler jusqu'à un dossier enregistré. Maman, j'ai aussi documenté des choses. Pas pendant des années comme toi, mais après la fête, quand tout a commencé à s'effondrer, papa est devenu paranoïaque. Méchant. Il nous a fait faire, à Jacob et à moi, des choses. Elle a montré à Claire une vidéo. Daniel dans son bureau à 2 heures du matin, ivre, ordonnant à Lena de créer de faux comptes de réseaux sociaux pour répandre des rumeurs sur la santé mentale de Claire. Rend ça crédible, sa voix pâteuse depuis le téléphone. Fille inquiète de la dépression de sa mère. Utilise cette photo du gala de charité où elle avait l'air fatiguée. Dit qu'elle mélangeait des pilules et du vin. Je ne les ai pas postées, a dit rapidement Lena. Je ne pouvais pas. Mais j'ai continué à enregistrer. Chaque instruction, chaque mensonge qu'il voulait que nous répandions. Rosa s'est penchée en avant. C'est de l'intimidation de témoins et un complot en vue de commettre une diffamation. Avec ces preuves, vous pourriez vous-même faire face à des accusations, à moins que je ne coopère, a terminé Lena. Je sais. C'est pour ça que je suis ici. Claire a étudié le visage de sa fille. Qu'est-ce que tu as d'autre? Lena a sorti une clé USB. Papa ne sait pas que j'ai une maîtrise en analyse de données. Il pensait juste que je jouais avec les ordinateurs pour mes métriques Instagram. Cette clé contient tout ce qui se trouve sur son stockage en nuage personnel. Il a utilisé mon ordinateur portable une fois pendant une mise à jour. A oublié de se déconnecter. Rosa a inséré la clé dans son ordinateur portable sécurisé. Fichier après fichier est apparu, des enregistrements de sociétés écrans, des transferts de crypto-monnaies, même un appel Zoom enregistré où Daniel donnait explicitement l'ordre à Tom Brennan de falsifier les signatures de Claire.
C'est assez pour ajouter 10 ans à une peine, a dit Rosa. Il y a plus, a dit Léna, sa voix plus forte maintenant. Le compte aux Caïmans. Il y en a un deuxième en Suisse. Papa l'a ouvert à mon nom quand j'ai eu 18 ans. A dit que c'était à des fins fiscales. Il l'a utilisé pour cacher de l'argent au fisc. Claire a ressenti un frémissement de quelque chose. Pas tout à fait de la sympathie, mais de la reconnaissance. Sa fille avait été préparée à cette complicité depuis l'enfance. Que veux-tu, Léna? Je veux réparer les choses, ou du moins autant que possible. Léna a rencontré le regard de sa mère. Je veux témoigner publiquement. Faire savoir à tout le monde ce que nous t'avons fait et à quel point c'était mal. Ton père va te détruire. Il l'a déjà fait. Ma carrière d'influenceuse est terminée. J'ai perdu 90% de mes abonnés lorsque les Matthews Films ont été publiés. Mes amis ne répondent plus à mes appels. Les parents d'Ashley m'ont demandé de quitter leur maison parce qu'ils ne veulent pas être associés au scandale. La voix de Léna s'est brisée. Mais ce n'est même pas le pire. Elle a montré un autre message sur son téléphone. Celui-ci datait d'il y a 6 mois. C'est de grand-mère Chen, ta mère. Elle me demandait si je voulais apprendre la recette familiale de raviolis avant qu'elle ne soit trop malade pour me l'enseigner. Je n'ai jamais répondu. J'étais trop occupée à être la princesse de papa pour me soucier des recettes de ma grand-mère mourante. Le sang-froid de Claire s'est finalement légèrement fissuré. Sa mère était décédée il y a 2 mois. Léna n'était pas venue aux funérailles. Elle t'a laissé son collier de perles de toute façon, a dit doucement Claire. Je ne le mérite pas, non, tu ne le mérites pas. Mais elle croyait en la rédemption, même pour ceux qui ne la méritent pas, Rosa s'est éclairci la gorge. Si Léna coopère pleinement, nous pouvons demander l'immunité sur les accusations de complot. Elle devra témoigner devant le grand jury, peut-être en audience publique. Je le ferai, a dit immédiatement Léna. Mais maman, il y a autre chose. Jacob a des ennuis. De vrais ennuis. La deuxième fracture de Claire. Quel genre d'ennui? Il doit de l'argent à des gens très peu recommandables. 100 000 $. Papa l'a initié à des parties de poker à enjeux élevés avec ses associés. Mais quand le scandale a éclaté, ils sont devenus des créanciers d'un autre genre. Le genre qui brise des os. Et Daniel ne paiera pas? Papa ne peut pas payer. Tous ses comptes sont gelés. Jacob se cache dans le chalet de son ami dans le nord de l'État, mais ils le trouveront. Ils le trouvent toujours. Claire s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. En bas, la ville vaquait à sa routine matinale, inconsciente du drame familial qui se jouait dans un bureau d'avocat au-dessus. Elle a pensé à Jacob à 5 ans, insistant pour donner son argent de poche à un sans-abri. À 10 ans, pleurant quand ils avaient dû euthanasier le chien de la famille. À 15 ans, la dernière fois qu'il avait dit « Je t'aime » sans y être invité. Rosa, organisait une rencontre avec Jacob, dans un lieu sûr, et contacter ses créanciers. Offrez-leur le paiement intégral plus 20% d'intérêt en échange d'une ardoise vierge et de leur silence. Tu n'es pas obligé, a commencé Léna. Si, je le suis. C'est mon fils. Cela ne change pas juste parce qu'il l'a oublié. Claire s'est retournée pour leur faire face. Mais il témoignera. Tout, la planification, l'exécution, les conséquences. Pas de protection, pas d'adoucissement. Il dit la vérité où il est seul. Léna a hoché la tête. Il le fera. Il a peur, maman. Vraiment peur, pas seulement des créanciers. De devenir comme papa. Cet après-midi-là, dans une salle de conférence du bureau du FBI, Claire était assise à côté de Rosa tandis que Léna faisait sa déclaration officielle. 2 agents fédéraux prenaient des notes pendant qu'une caméra vidéo enregistrait tout. Mon père a appelé ça opération Libération, a commencé Léna, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. Il a dit que ma mère était une parasite qui vivait de son succès depuis 25 ans. Il nous a montré des documents falsifiés qui la faisaient passer pour une détourneuse de fonds de l'entreprise. Il a dit que si nous ne l'aidions pas, nous perdrions tout quand elle serait démasquée. Le croyez-vous, a demandé l'agent Harrison. Je voulais le croire. C'était plus facile que d'admettre que mon père était un monstre et que je l'aidais. Léna a regardé directement la caméra. Le 15 octobre, le jour de l'anniversaire de ma mère, nous avons exécuté un plan que nous avions répété pendant 3 semaines. Chaque mot, chaque geste,
chaque rire cruel, tout était scénarisé par mon père. Elle a tout raconté. Les signatures falsifiées, les actifs cachés, la campagne médiatique prévue pour détruire la réputation de Claire, les pots de vin au personnel de maison pour obtenir des informations, l'installation de logiciels espions sur les appareils de Claire. Cette clé USB contient tout, a dit Lena en la faisant glisser sur la table, y compris les communications entre mon père et le juge Richard Matthews, son père, discutant de la manière de manipuler le système judiciaire pour empêcher ma mère de se défendre. L'expression de l'agent Harrison s'est assombrie. Le juge Matthews était impliqué? Il a examiné chaque document, a suggéré avec quel juge déposer le dossier, a dit à papa exactement comment tout structurer pour que cela paraisse légal tout en étant complètement frauduleux. Lena a sorti son téléphone. Je l'ai enregistré en train de coacher papa sur ce qu'il fallait dire s'il était interrogé. L'enregistrement a fait entendre la voix cultivée de Richard expliquant comment plaider l'instabilité mentale sans créer de responsabilité. Comment insinuer l'incompétence financière sans diffamation. Comment détruire quelqu'un tout en gardant les mains techniquement propres. Votre grand-père pourrait être radié du barreau pour ça, a dit l'agent Harrison, voire emprisonné. Bien, a dit platement Lena. Il a appris à son fils que les femmes étaient une propriété à gérer. Il mérite tout ce qui lui arrive. Ce soir-là, Jacob est arrivé au lieu sûr que Rosa avait arrangé. Un immeuble d'appartement quelconque avec des caméras de sécurité et un accès contrôlé. Il avait l'air décharné, mal rasé, rien à voir avec le Golden Boy qui s'était moqué de la dévastation de sa mère 6 semaines auparavant. Maman, a-t-il dit, puis il a semblé à court de mots. Claire ne l'a pas embrassé. Assieds-toi. Parle. Raconte-moi tout ou par maintenant. Jacob s'est assis et a commencé à parler. Les mots venaient par à coups et pauses. Comment Daniel l'avait conditionné depuis le collège à voir sa mère comme faible, manipulatrice, inférieure. Comment il avait été récompensé pour sa froideur envers elle et puni pour avoir montré de l'affection. Comment le jeu avait commencé comme un moment de complicité père-fils lors de parties privées avant de sombrer dans la dépendance. Il disait, les vrais hommes prennent des risques, la voix de Jacob était creuse. Les vrais hommes ne laissent pas les émotions obscurcir leur jugement. Les vrais hommes n'ont pas besoin de leur mère. Et tu le croyais. Je voulais son approbation plus que tout, plus que la vérité, plus que toi. Jacob a regardé ses mains. Le soir de ton anniversaire, après ton départ, il a ouvert une bouteille de champagne qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Il a dit, maintenant, tu es vraiment mon fils. Et pendant environ 5 minutes, je me suis senti fier. Puis Madison. Lena. A vomi dans la salle de bain. Grand-mère Eleanor a dit que c'était probablement le soulagement que tu sois enfin parti. Et j'ai réalisé que nous ne célébrions pas. Nous profanions quelque chose. Rosa avait pris des notes. Le FBI voudra entendre parler des structures financières que votre père a utilisées. Je leur dirai tout. Jacob a sorti un carnet de notes usées. J'ai gardé une trace des relations de jeu. Certaines de ces personnes, ce ne sont pas seulement des criminels. Elles sont liées à des opérations de blanchiment d'argent que papa utilisait pour cacher des actifs. Il se croyait malin, en utilisant des réseaux criminels qui ne pouvaient pas aller voir les autorités. Il n'a pas réalisé qu'ils tiennent de meilleurs registres que le fisc. Claire a digéré cela. Tu as de la documentation sur les liens de Daniel avec le crime organisé. Nom, date, montant, y compris un paiement à un inspecteur de la ville pour qu'il ignore les violations du code sur la propriété de l'entrepôt. Jacob a fait glisser le carnet sur la table. Papa m'a appris à tout documenter. Je suppose que cette leçon s'est retournée contre lui. Les créanciers, a commencé Claire. Rosa leur a déjà viré l'argent, a interrompu Jacob. Je suis quitte. Mais maman, j'ai besoin que tu saches. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Je veux juste aider à réparer ce que j'ai aidé à briser. Claire s'est levée. Tu peux commencer par te désintoxiquer. Le jeu s'arrête. Transparence totale sur toutes les finances. Thérapie. Une vraie thérapie. Pas le béni-oui-oui que papa payait. Et tu témoignes de tout. D'accord. Et Jacob, toi et Lena rembourserez chaque centime que j'ai dépensé pour vous sauver de ces créanciers. Pas avec vos fonds en fiducie. Ceux-ci seront liquidés pour dédommager les employés de l'entreprise que papa a trompée. Avec vos propres revenus,
aussi longtemps que cela prendra. Oui, madame. Pour la première fois depuis ce dîner d'anniversaire, Claire a aperçu un éclair du garçon qu'elle avait élevé avant que Daniel ne l'empoisonne contre elle. Le studio de podcast était intime, juste Claire, l'animatrice Sarah Chen, aucun lien avec Margaret, et 2 microphones dans une pièce insonorisée. Dehors, son service de sécurité attendait. Les menaces de mort avaient commencé à arriver après la fuite du témoignage de Lena. C'est American Scandal et je suis votre animatrice, Sarah Chen. Aujourd'hui, nous sommes avec Claire Matthews, la femme au centre de ce que les journalistes financiers appellent le stratagème de fraude d'entreprise le plus audacieux de la décennie. Claire, merci de nous rejoindre. Merci de m'avoir invité, Sarah. Commençons par le dîner d'anniversaire. Vous êtes restée remarquablement silencieuse alors que les médias ont disséqué chaque aspect de cette nuit. Pouvez-vous nous dire ce qui vous passait par la tête lorsque vous avez réalisé que toute votre famille avait conspiré contre vous? Claire a soigneusement pesé ses mots. La clarté. Pendant des années, j'avais senti que quelque chose n'allait pas, mais je me disais que j'étais paranoïaque. Cette nuit-là, le masque est tombé. D'une certaine manière, c'était presque un soulagement d'arrêter de prétendre que nous étions une famille heureuse. Vous enregistriez les conversations de votre mari depuis 2 ans avant cette nuit. Certains disent que cela prouve que vous planifiez cette démolition depuis le début. Je me protégeais. Le premier enregistrement était un accident. J'avais laissé mon téléphone enregistrer un mémo vocal dans mon sac à main lorsque Daniel est entré dans mon bureau. Quand je l'ai réécouté, je l'ai entendu lors d'un appel discutant de la manière de transférer des actifs à mon insu. Après ça, oui, j'ai délibérément tout documenté. Le FBI a maintenant confirmé que Daniel Matthews a détourné plus de 30 millions de dollars de l'entreprise que vous avez cofondée. Comment l'a-t-il caché si longtemps? Il ne l'a pas caché. Il l'a normalisé. La voix de Claire s'est durcie. Chaque transaction douteuse était présentée comme une affaire courante. Chaque document falsifié était mélangé avec des documents légitimes. Il comptait sur la confiance des gens et sur le fait que j'étais trop concentré sur le côté créatif de l'entreprise pour examiner les finances. Mais vous les avez examinées. Finalement. Le tournant a été de découvrir qu'il avait déposé des brevets à son seul nom. Des brevets pour des produits que j'avais inventés dans notre garage alors qu'il vendait encore des assurances. C'est à ce moment-là que j'ai engagé un comptable judiciaire. Discrètement. Parlons de l'implication de vos enfants. Le sang-froid de Claire a légèrement vacillé. Ils étaient aussi des victimes, d'une certaine manière. Daniel les avait conditionnés depuis l'enfance à me voir comme faible, frivole, inutile. Il alliait leur estime de soi à son approbation et leur sécurité financière à son succès. Au moment où ils sont devenus adultes, ils étaient prêts à croire n'importe quel récit qu'ils présentaient. Pourtant, ils ont participé à votre humiliation. Votre fille a diffusé en direct en se moquant de vous. Votre fils vous a traité de pathétique. Oui. Le mot est sorti, sec et définitif. Être victime de manipulation ne vous absout pas de vos choix. Ce sont des adultes. Ils ont choisi la cruauté. Tous deux ont maintenant témoigné contre leur père. Le témoignage de Lena a été particulièrement accablant. Elle a révélé l'existence de comptes en Suisse qui ont ajouté l'évasion fiscale aux accusations de Daniel. Que pensez-vous de leur coopération? Reconnaissante pour la vérité, méfiante quant à leur motivation, pleine d'espoir pour leur avenir. Claire a fait une pause. Le pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un processus. Nous sommes au début de ce processus. Sarah a mélangé ses notes. Le conseil d'administration de Matthews Innovation vous a offert le poste de PDG. Vous avez refusé et accepté celui de directrice de l'innovation à la place. Pourquoi? Parce que je sais dans quoi je suis bonne. Je crée. J'innove. Je résous des problèmes. Les opérations quotidiennes, la politique, les mondanités, c'était toujours le domaine de Daniel. Margaret Chen est une PDG brillante. L'entreprise est entre de bonnes mains. En parlant de Margaret Chen, elle a révélé qu'elle vous a fourni des informations tout au long de cette épreuve. Y avait-il quelqu'un d'autre qui vous aidait secrètement? Plus de gens que Daniel ne l'imaginait. Le chauffeur qui m'a donné accès à ses dossiers. La gouvernante qui a enregistré ses conversations. Le sous-traitant informatique qui a documenté sa fraude numérique. Des gens qu'il considérait comme des serviteurs, comme indignes d'attention.
Ils ont tout vu et le moment venu, ils se sont souvenus de chaque affront, de chaque heure supplémentaire non payée, de chaque cruauté désinvolte. Le juge Richard Matthews a été arrêté hier pour complot et faute professionnelle judiciaire. Votre ancienne belle-mère, Eleanor, fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Toute la dynastie Matthews s'effondre. En tirez-vous une satisfaction? Claire est restée silencieuse un long moment. Je tire satisfaction de la justice. Mais regardez les grands-parents de vos enfants être emmenés menottés. Il n'y a aucune joie là-dedans. Seulement la tristesse que cela ait été nécessaire. Le procès de Daniel commence le mois prochain. Témoignerez-vous? Chaque jour. Êtes-vous préoccupé pour votre sécurité? Les menaces ont été suffisamment graves pour justifier une protection du FBI. Daniel a cultivé des relations avec des personnes dangereuses. Certaines d'entre elles ont perdu de l'argent lorsque ses combines se sont effondrées. Elle me reproche de l'avoir dénoncé. Le sourire de Claire était acéré. Laissez-les venir. J'ai survécu à pire que des criminels en colère. J'ai survécu à 25 ans de guerre psychologique déguisée en mariage. Après le podcast, Claire a rencontré une procureure fédérale, Jennifer Russo, une femme qui lui rappelait elle-même, vive, préparée, impitoyable envers les hommes qui la sous-estimaient. Nous avons ajouté des accusations de racket, a annoncé Jennifer. Les liens entre le détournement de fonds de Daniel et les opérations de blanchiment d'argent sont solides. Nous envisageons 20 à 30 ans. Il plaidera coupable, a prédit Claire. Il essaie. Son avocat a appelé ce matin, offrant une coopération totale pour 10 ans. Le sourire de Jennifer était prédateur. J'ai contre-proposé 20. Rosa a affiché une alerte d'actualité sur son téléphone. En parlant de Daniel. Le titre disait « Daniel Matthews tente de se suicider en détention fédérale ». Le sang de Claire s'est glacé, puis a bouilli, puis s'est de nouveau glacé. Rosa appelait déjà pour confirmation. Il est en vie, a-t-elle rapporté quelques minutes plus tard. Blessure superficielle. Le psychologue dit que c'était probablement manipulateur plutôt que sincère, une tentative de susciter la sympathie avant le procès. Bien sûr que ça l'était, a dit Claire, surprise de son propre manque de sentiment. Daniel ne se ferait jamais vraiment de mal. Il s'aime trop pour ça. Ce soir-là, Claire a assisté à une réunion d'un groupe de soutien, non pas en tant que victime, mais en tant qu'oratrice. La salle était pleine de femmes, et de quelques hommes, qui avaient été économiquement abusés par leurs partenaires. Elle se tenait au pupitre dans une simple robe noire, sans bijoux à l'exception du collier de perles de sa grand-mère qu'elle avait récupéré de ses affaires. Il y a 6 mois, mon mari m'a tout volé devant nos enfants, nos amis et ses parents. Ils ont ri pendant que je signais des documents frauduleux. Ils ont trinqué à ma destruction avec du champagne que j'avais choisi dans une maison que j'avais conçue, célébrant le vol d'une entreprise que j'avais créée. La salle était silencieuse, captivée. Je suis allé dans un motel cette nuit-là avec rien d'autre que les vêtements que je portais et un ordinateur portable dans ma voiture. J'ai pensé à tout arrêter pendant environ 5 minutes. Puis je me suis mis en colère, non pas la colère chaude qui s'éteint rapidement, mais la colère froide qui vous soutient pendant de longues nuits de planification. Plusieurs personnes ont hoché la tête en signe de reconnaissance. Je ne suis pas ici pour vous dire que la vengeance vous guérira. Ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas ici pour dire que la justice équivaut à la guérison. Ce n'est pas le cas. Je suis ici pour vous dire que survivre ne suffit pas. Vous devez prospérer. Vous devez reprendre non seulement ce qui a été volé, mais le droit de vous définir vous-même. Comment, a crié une femme au fond. Documentez tout. Faites confiance avec prudence. Prenez un bon avocat. Pas l'avocat de divorce bon marché, mais quelqu'un qui comprend l'abus financier. Et ne sous-estimez jamais, jamais le pouvoir de la patience. Claire a regardé autour de la salle. Votre agresseur comptait sur le fait que vous seriez trop brisé pour vous battre. Prouvez-lui qu'il a tort. Pas pour lui. Pour vous. Après la réunion, Claire est retournée à son appartement. Il était plus petit que la maison de la piscine du manoir, mais il était à elle. Chaque meuble choisi par elle. Chaque livre sur l'étagère qu'elle voulait lire. Chaque photographie qui apportait une joie réelle, pas des souvenirs fabriqués. Son téléphone a vibré avec un SMS de Lena. Le livre de cuisine de grand-mère Chen est arrivé de la succession. Pourrions-nous peut-être cuisiner ensemble un de ces jours? Puis Jacob.
Première réunion des GA ce soir. 60 jours sobres, un jour à la fois. Et enfin, Margaret Chen. Le contrat de Singapour vient d'être signé. Celui que Daniel disait impossible. Ton innovation, mon exécution. Nous formons une bonne équipe. Claire s'est versé un verre de vin. Pas les grands crus sur lesquels Daniel avait insisté, mais un simple pinot qu'elle appréciait vraiment. Dehors, les lumières de la ville scintillaient de possibilités. Son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Claire Matthews. La voix était masculine. Nerveuse. Oui. C'est Tom Brennan. Je sais que je n'ai aucun droit de vous appeler. Je voulais juste dire que je suis désolé. Patricia et moi sommes tous les deux désolés. Nous avons trahi 20 ans d'amitié pour de l'argent. Il n'y a aucune excuse. Non, il n'y en a pas, nous témoignons pour l'accusation. Coopération totale. Daniel nous a menacés si nous ne participions pas à son plan, mais cela n'excuse pas nos choix. Claire est restée silencieuse un moment. Tom, est-ce que tu m'as déjà vraiment apprécié, ou est-ce que j'ai toujours été juste la femme de Daniel pour toi? Sa réponse a mis longtemps à venir. C'est toi qui te souvenais de notre anniversaire chaque année. Tu as envoyé des fleurs à la mort de la mère de Patricia. Tu as proposé d'investir dans la start-up de Kyle quand tout le monde disait qu'il était trop jeune. Tu étais une amie, Claire. Nous l'avons juste oublié quand ça comptait le plus. Au revoir, Tom. Au revoir, Claire. Et merci de ne pas nous avoir complètement détruits. Tu aurais pu. Je pourrais encore, a dit Claire, sans méchanceté, et a raccroché. Elle a ouvert son ordinateur portable pour consulter l'emploi du temps du lendemain. Une réunion avec l'Office des brevets pour déposer correctement ses nouvelles innovations. Un déjeuner avec 3 femmes entrepreneurs qu'elle encadrait. Une session l'après-midi avec l'équipe de développement de l'entreprise pour examiner la gamme de produits. Au bas de sa boîte de réception se trouvait un email de l'avocat de Daniel. Mon client souhaite vous rencontrer avant le procès. Il a des informations sur des actifs cachés qu'il est prêt à échanger contre une lettre de soutien au juge. Claire a tapé une réponse. Votre client a eu 25 ans pour me rencontrer. Il a choisi la trahison à la place. Je le verrai au tribunal. Elle a cliqué sur « Envoyer » et a fermé l'ordinateur portable. Demain apporterait de nouveaux défis. Le procès serait brutal. L'attention des médias épuisante. La récupération de l'argent, de la confiance, de la famille prendrait des années. Mais ce soir, Claire Matthews était assise dans son propre espace, buvant son propre vin, vivant sa propre vie. La femme qu'ils avaient essayé d'effacer était non seulement visible, mais indéniable. La victime dont ils s'étaient moqués était devenue l'architecte de leur chute, et elle ne faisait que commencer. Le palais de justice fédérale se dressait comme une forteresse de justice contre le ciel de décembre. Ses colonnes de calcaire indifférentes au cirque médiatique assemblées sur ses marches. Claire est arrivée à 7 heures du matin, 2 heures avant le début des débats, en passant par une entrée souterraine sécurisée pour éviter les caméras. Le 3e jour du procès de Daniel promettait d'être explosif. Le comptable judiciaire devait témoigner. Dans la salle de crise de l'accusation, Jennifer Russo a exposé la stratégie du jour avec une précision militaire. Nous avons cartographié chaque société écran, chaque transfert, chaque document falsifié. Mais j'ai besoin que vous soyez prête pour le contre-interrogatoire. L'équipe de Daniel essaiera de vous dépeindre comme une ex-femme vengeresse. Laissez-les essayer, a dit Claire en consultant ses notes. Les chiffres ne mentent pas, même si tout le monde l'a fait. La salle d'audience était bondée. Daniel était assis à la table de la défense dans un costume gris qui flottait sur lui. La détention fédérale avait érodé son physique de country club. Son père, Richard, était notablement absent, sa demande de mise en liberté sous caution ayant été refusée en raison du risque de fuite. Eleanor était assise au premier rang de la galerie, son visage un masque de dignité amère. Le comptable judiciaire, le docteur Sarah Winters, a pris la barre avec l'assurance de quelqu'un qui a passé 30 ans à démêler des crimes financiers. Jennifer l'a guidé à travers les preuves méthodiquement. Docteur Winters, pouvez-vous expliquer l'ampleur du détournement de fonds? Sur 7 ans, M. Matthews a systématiquement détourné 47,3 millions de dollars de Matthews Innovation Corporation par le biais d'un réseau de sociétés écrans. L'argent a ensuite été blanchi par des achats immobiliers, des acquisitions d'œuvres d'art et des transferts de crypto-monnaies.
Elle a cliqué sur une présentation montrant le chemin de l'argent, une toile d'araignée de transactions conçue pour masquer le vol. Ce niveau de sophistication, a poursuivi le Dr Winters, nécessite une planification approfondie et une connaissance intime des systèmes financiers de l'entreprise. Il nécessite également des signatures falsifiées sur 147 documents distincts. L'avocat de Daniel, Martin Cross, s'est levé pour le contre-interrogatoire. Dr Winters. N'est-il pas vrai que Claire Matthews avait un accès égal à ces systèmes? Elle avait accès, oui. Mais les expertises numériques montrent que toutes les transactions frauduleuses provenaient des appareils de Monsieur Matthews en utilisant ses identifiants de connexion à des moments où Madame Matthews était de manière prouvable ailleurs. De manière prouvable? Relevé de cartes de crédit, images de sécurité, données GPS de téléphone portable. Par exemple, le 15 mars, lorsque 3 millions de dollars ont été transférés sur un compte aux Caïmans, Madame Matthews était à une réunion du conseil d'administration d'une association caritative avec 17 témoins. Cross a essayé un autre angle. Ces transactions que vous prétendez frauduleuses, n'ont-elles pas été approuvées par le conseil d'administration? Le conseil d'administration a approuvé des documents qui ont été modifiés après leur examen. Nous avons les PDF originaux des emails des membres du conseil et les versions déposées. 63 cas de manipulation post-approbation. Dans la galerie, Claire a remarqué que Tom Brennan s'agitait, mal à l'aise. Il devait témoigner demain, et le poids de sa trahison était visible dans ses épaules voûtées. Cet après-midi-là, l'accusation a diffusé des enregistrements audio, la voix de Daniel, claire et accablante, donnant des instructions à ses complices pour détruire des preuves. Assurez-vous que les signatures de Claire semblent authentiques. Elle a cette petite fioriture sur ses C. Ne l'oubliez pas, si quelqu'un demande, elle était impliquée dans chaque décision. Nous avons besoin d'un déni plausible. Les brevets sont la clé. Une fois que nous l'aurons établi comme unique inventeur, tout le reste suivra. Eleanor s'est levée brusquement et a quitté la salle d'audience. L'image de la culpabilité de son fils, indéniable dans sa propre voix, était trop forte même pour sa colonne vertébrale d'acier. Pendant la suspension d'audience, l'équipe juridique de Daniel a approché Jennifer Russo avec une autre offre de plaidoyer. Claire a regardé de l'autre côté du couloir pendant que Jennifer écoutait, puis secouait la tête. L'offre avait été rejetée. Daniel a croisé le regard de Claire à travers le couloir. Pendant un instant, son masque est tombé, révélant quelque chose qui aurait pu être du regret ou de la rage. Puis son avocat lui a murmuré à l'oreille, et le masque est revenu. L'après-midi a amené Jacob à la barre. Le fils de Claire avait l'air plus vieux que ses 25 ans. Le poids de ses choix gravés dans des rides prématurées autour de ses yeux. M. Matthews, a commencé doucement Jennifer, consciente de la dynamique délicate. Pouvez-vous décrire le plan de votre père pour le dîner d'anniversaire? La voix de Jacob était stable mais basse. Nous l'avons répété pendant 3 semaines. Chaque mot était scénarisé. Papa nous a fait répéter nos réactions. Quand rire, quand avoir l'air dégoûté, quand se détourner. Il a dit que ça devait être parfait. Que maman devait croire que tout le monde s'était retourné contre elle. Croyez-vous que votre mère avait fait quelque chose de mal? Je voulais le croire. Papa nous a montré des documents qui semblaient prouver qu'elle volait l'entreprise. Maintenant, je sais qu'il les a falsifiés, mais à l'époque. Jacob a fait une pause. Non, c'est une dérobade. Une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas, maman n'avait jamais rien pris qui ne lui appartenait pas de toute sa vie. Mais j'ai choisi de croire papa parce que c'était plus facile que de lui tenir tête. Cross s'est approché pour son contre-interrogatoire. Monsieur Matthews, n'est-il pas vrai que vous témoignez pour éviter des poursuites pour vos propres crimes? J'ai un accord d'immunité, oui. Donc, vous dites ce que l'accusation veut entendre. Jacob s'est redressé. Je dis la vérité. Enfin. Mon père est un criminel qui a détruit notre famille pour l'argent et le contrôle. Ce n'est pas ce que l'accusation veut entendre. C'est ce qui s'est passé. Vous semblez très en colère contre votre père. Je suis en colère contre moi-même. Papa m'a juste donné la corde. C'est moi qui ai pendu ma mère avec. Ce soir-là, Claire a rencontré Margaret Chen au bureau. L'entreprise prospérait sous la direction de Margaret. Le cours de l'action se redressait et grimpait même au-delà des niveaux d'avant le scandale. Le contrat de Singapour est finalisé, a rapporté Margaret. Et Tokyo veut discuter d'une expansion.
Le monde veut toujours ce que vous créez, Claire. Ce que nous créons, a corrigé Claire. J'ai appris la valeur des bons partenaires. Margaret a hésité. Il y a autre chose. L'actif caché de Daniel. Celui qu'il a mentionné dans sa négociation de plaidoyer. Nous l'avons trouvé. Une demande de brevet déposée en Suisse sous une société écran. C'est pour votre dernière innovation. Celle que vous avez développée l'année dernière. Le sang de Claire s'est glacé. Comment a-t-il même su? Il devait avoir des logiciels espions sur vos appareils, plus profonds que nous ne le pensions. Mais voici le truc. La demande comporte des erreurs. Des erreurs techniques que seule une personne sans une compréhension complète ferait. Elle est invalide. Mais si elle était passée, il aurait de nouveau possédé mon travail. Claire s'est levée, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre. Déposez immédiatement la demande correcte et faites faire un autre balayage de tous les systèmes. Son téléphone a vibré. Léna. Grand-mère Eleanor est à l'hôpital. Crise cardiaque. Claire a regardé le message. La femme qui avait élevé son mari pour en faire un monstre, qui s'était assise à ce dîner d'anniversaire et avait ri de son humiliation, était peut-être en train de mourir. Elle n'a rien ressenti. Puis une légère pointe, pas pour Eleanor, mais pour l'idée d'Eleanor, la grand-mère que ses enfants avaient maintenant perdue à cause de la cupidité et de la cruauté. Le verdict est tombé un jeudi matin qui semblait être le bout du monde. Claire était assise au 3e rang de la salle d'audience, ayant refusé l'offre de l'accusation d'une place au 1er rang. Elle n'avait pas besoin d'être proche pour voir Daniel tomber. Sur le chef d'accusation de fraude électronique, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de détournement de fonds, coupable. Sur le chef d'accusation de blanchiment d'argent, coupable. Sur le chef d'accusation de racket, coupable. 37 chefs d'accusation au total. Coupable sur tous. Daniel est resté stoïque pendant la lecture des verdicts, mais Claire a vu ses mains trembler contre la table de la défense. Son empire de mensonges s'était entièrement effondré, le laissant exposé comme rien de plus qu'un voleur ordinaire avec une éducation coûteuse. La juge Patricia Stern, qui ne faisait manifestement pas partie du cercle de Richard Matthews, a fixé la sentence au mois suivant. Le prévenu restera en détention fédérale. Compte tenu de la gravité des crimes et du risque de fuite, la mise en liberté sous caution est refusée. Alors que les marshals se préparaient à emmener Daniel, il s'est retourné pour scruter la galerie. Ses yeux ont trouvé clair et il a articulé quelque chose qui aurait pu être « Je suis désolé » ou « Tu paieras ». Elle ne le saurait jamais et s'est rendu compte qu'elle s'en fichait. À l'extérieur du palais de justice, Jennifer Russo s'est adressée aux médias tandis que Claire s'est éclipsée par une sortie latérale. Elle n'avait aucun intérêt à jubiler publiquement. La victoire était creuse. Elle avait regagné ce qui n'aurait jamais dû être volé. Vaincu un homme qui aurait dû être son partenaire. Son téléphone a sonné. Léna. Maman. Grand-mère Eleanor est morte il y a 1 heure. Papa ne le sait pas encore. Claire s'est assise dans sa voiture pour digérer la nouvelle. Comment te sens-tu? Vide. Comme si je devais ressentir plus mais que je n'y arrive pas, elle a été cruelle avec toi, cruelle avec nous de différentes manières. Mais c'était quand même grand-mère. Nous organiserons des funérailles dignes, a dit Claire. Quoi qu'elle ait été d'autre, elle était votre grand-mère. Papa ne pourra pas y assister. Non, il ne le pourra pas, les funérailles ont été modestes. Richard a été autorisé à y assister sous la surveillance des marshals. Ses mains menottaient même dans le deuil. Il avait l'air de plusieurs décennies plus vieux, son port de juge remplacé par l'affaissement d'un homme brisé. Claire a tout payé. Le cercueil, le service, la concession funéraire à côté des parents d'Eleanor. Non par pardon, mais par principe, les vivants devaient certaines courtoisies aux morts. Jacob et Léna ont flanqué leur mère pendant le service. Quand Richard s'est approché après, Claire s'est interposée entre lui et ses enfants. Vous n'avez rien à leur dire qui ne passe pas par des avocats, a-t-elle dit doucement. Ce sont mes petits-enfants. Ce sont mes enfants. Et vous avez aidé leur père à détruire leur mère. Vous n'avez aucun droit ici. Les yeux de Richard se sont remplis de larmes, de rage ou de chagrin. Claire ne pouvait pas le dire. Vous avez gagné. N'est-ce pas assez? Je n'ai rien gagné. J'ai survécu. Il y a une différence. 1 mois plus tard, lors de la condamnation de Daniel,
la salle d'audience était presque vide. Les médias étaient passés à de nouveaux scandales. Claire était assise avec Rosa, regardant son ex-mari être amené, menotté aux poignets et aux chevilles. La juge Stern était méthodique dans son raisonnement. Monsieur Matthews, vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez trahi les confiances les plus fondamentales, conjugales, parentales, fiduciaires. Vous avez militarisé vos enfants contre leur mère. Vous avez transformé une célébration d'anniversaire en un théâtre cruel d'humiliation. Les dommages psychologiques que vous avez infligés pourraient ne jamais guérir complètement. Elle a fait une pause, regardant directement Daniel. Ce tribunal vous condamne à 23 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de libération surveillée. Vous rembourserez intégralement Matthews Innovation Corporation et séparément Claire Matthews pour les biens personnels que vous avez volés. Votre licence d'avocat est révoquée de façon permanente. L'avocat de Daniel a demandé à s'approcher. Il y a eu une conversation à voix basse. Puis la juge Stern s'est adressée directement à Claire. Madame Matthews, le prévenu a demandé un moment pour s'adresser à vous. Vous n'êtes nullement obligé d'écouter. Claire s'est levée. Il peut parler. Daniel s'est retourné, sa combinaison orange bien loin de ses costumes sur mesure. Claire. Sa voix s'est brisée. J'ai besoin que tu saches que ça a commencé comme quelque chose de petit. Juste déplacer de l'argent pour éviter les impôts. Puis ça a grandi et je n'ai pas pu m'arrêter. Les mensonges sont devenus la vérité dans ma tête. Je me suis convaincu que tu étais vraiment l'ennemi. Est-ce que c'est censé être une excuse ? A demandé Claire. C'est une explication. Je n'ai pas besoin de ton explication, Daniel. J'avais besoin d'un mari. Nos enfants avaient besoin d'un père. Tes parents avaient besoin d'un fils qui n'était pas un criminel. Tu nous as tous fait défaut. Les enfants ne te concernent plus. Concentre-toi sur la survie en prison. J'entends dire que les criminels en col blanc ne s'en sortent pas bien en population générale. C'était cruel, peut-être, mais Claire s'est rendue compte qu'elle n'avait plus aucune gentillesse pour l'homme qui avait orchestré sa destruction. 6 mois après le procès, Claire se tenait dans les bureaux rénovés de Matthews Innovation Corporation, maintenant officiellement rebaptisé Catalyst Innovation. Le rebranding était complet, effaçant l'héritage de Daniel de tout, sauf des documents juridiques qui commémoreraient à jamais ses crimes. Margaret Chen avait rassemblé tout le personnel dans la salle de conférence principale. Claire a regardé les visages, certains qui étaient là depuis le début, d'autres embauchés pour remplacer ceux qui avaient participé aux combines de Daniel. Aujourd'hui, a annoncé Claire, nous mettons en place un programme de participation aux bénéfices des employés. 15% de tous les bénéfices seront distribués au personnel proportionnellement à l'ancienneté et à la contribution. La salle a éclaté en murmures surpris. De plus, a ajouté Margaret, nous établissons un fonds pour les employés qui ont été sous-payés sous la direction précédente. Rémunération complète avec intérêt. Tony, le directeur des services généraux qui avait offert de saboter la fête de Daniel, a levé la main. Madame Matthews, pourquoi ? Vous ne nous devez rien. Si, je vous le dois, a répondu Claire. Vous êtes restés loyaux alors qu'il aurait été plus facile de se ranger du côté du pouvoir. Vous m'avez protégé alors que je ne savais même pas que j'avais besoin de protection. Cette entreprise a été bâtie sur l'innovation, mais elle survit sur l'intégrité. C'est ce que vous nous avez donné. Ce soir-là, Claire a organisé un dîner au manoir. Elle l'avait récupéré lors du recouvrement des actifs, mais l'avait entièrement vidé et rénové. Aucune trace du dîner d'anniversaire ne subsistait dans la salle à manger. Nouvelle table, nouvelle chaise, nouvelle peinture qui recouvrait les éventuelles taches psychiques. Lena et Jacob sont arrivés ensemble, tous deux l'air plus sains qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Jacob était sobre depuis 15 mois, travaillant comme conseiller en toxicomanie tout en terminant son diplôme interrompu. Lena avait entièrement abandonné la culture des influenceurs, retournant à l'école pour la science des données, son compte Instagram supprimé sans fanfare. Ils ont cuisiné ensemble, la recette de raviolis de grand-mère Chen que Lena avait finalement apprise. Des légumes du jardin que Claire avait replantés. Du vin d'un vignoble local plutôt que de la collection prétentieuse de Daniel. Maman, a dit Jacob pendant qu'il travaillait. J'ai pensé à changer de nom. Plus Matthews. Peut-être ton nom de jeune fille. Claire a fait une pause dans sa découpe. C'est une grande décision. Matthews signifie fraude maintenant. Ça signifie trahison.
Je ne veux pas porter ça. J'ai gardé Matthews, a souligné Claire. Pas à cause de Daniel, mais parce que c'est le nom sous lequel j'ai bâti ma carrière. Le nom sur les brevets. J'ai refusé de le laisser me prendre ça aussi. Mais tu es assez forte pour le réhabiliter. Je ne le suis pas. Pas encore. Lena a hoché la tête. Je le garde pour l'instant, mais professionnellement, je me fais appeler elle Chin Matthews, en l'honneur de mes deux grands-mères. Ils ont mangé tranquillement un moment. Le fantôme de leur ancienne dynamique familiale planant, mais pas écrasant. Ils construisaient quelque chose de nouveau, prudent et fragile, mais réel. J'ai vu Tom Brennan hier, a mentionné Lena, au café. Il a essayé de s'excuser, et je lui ai dit que certaines trahisons ne méritent pas le pardon. Il a pleuré. Bien, a dit platement Jacob. Il devrait pleurer tous les jours pour ce qu'il a fait. Claire a étudié ses enfants. La cruauté avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur, mais de plus net, une compréhension des conséquences, du poids des choix. Le pardon n'est pas pour eux, a-t-elle finalement dit. C'est pour nous. Quand nous serons prêts, si nous le sommes un jour. Son téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu qu'elle a reconnu quand même. Daniel avait trouvé un moyen de communiquer depuis la prison. S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Je t'ai aimé un jour. Ça doit bien compter pour quelque chose. Elle l'a montré à ses enfants. Bloque-le, a dit immédiatement Lena. Signale-le, a ajouté Jacob. Il n'est pas censé avoir accès à un téléphone. Claire a supprimé le message et bloqué le numéro. Il peut m'aimer depuis la prison. 23 ans d'amour, tout comme les 23 ans de mariage qu'il a détruits. Plus tard, seule dans son bureau, Claire a travaillé sur de nouvelles innovations. L'écran de l'ordinateur brillait de possibilités, des technologies durables, des plateformes éducatives, des dispositifs médicaux qui pourraient changer des vies. Chaque idée était la sienne, indiscutablement, protégée par des brevets déposés à son seul nom. Un coup à la porte l'a interrompu. Lena est entrée avec une tasse de thé. Maman, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Ce soir-là, au dîner d'anniversaire, juste avant ton arrivée, papa a porté un toast. Il a dit, à la fin d'une ère et au début d'un empire. Tout le monde a levé son verre, sauf moi. J'ai fait semblant de boire, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai vu ton portrait dans le couloir, celui de ta remise de diplôme du MIT. Tu avais l'air si jeune, si brillante, si prête à changer le monde. Et j'ai pensé, nous sommes sur le point de détruire la personne qui a réellement bâti l'empire. J'ai quand même participé. J'ai quand même fait le mauvais choix. Mais je voulais que tu saches qu'une partie de moi savait que c'était mal. Même alors. Claire a attiré sa fille dans une étreinte. La première vraie depuis cette nuit horrible. Nous faisons tous des choix, a-t-elle murmuré. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons continuer à en faire. Choisis mieux demain. À l'approche de minuit, Claire se tenait sur le balcon du manoir, regardant les lumières de la ville. La maison était calme, ses enfants endormis dans leurs anciennes chambres, débarrassés de l'excès de créateurs et remplis de leur véritable centre d'intérêt. Demain apporterait des réunions du conseil d'administration, des dépôts de brevets, le travail constant de reconstruction. Mais ce soir, elle avait ça. Une maison récupérée, des enfants en convalescence, une entreprise renaissante. La femme qu'ils avaient essayé d'effacer se tenait exactement là où ils avaient essayé de l'enterrer, plus forte d'avoir remonté la pente. Son téléphone a affiché un dernier message, cette fois de Margaret Chen. L'accord de Tokyo est conclu. Nous devenons internationaux. Tes innovations sont sur le point de changer le monde, Claire. Le véritable empire commence maintenant. Claire a souri. Pas le sourire poli d'une épouse de dirigeant ou le sourire amer de la vengeance, mais quelque chose de sincère et tourné vers l'avenir. Ils avaient tout pris le jour de son anniversaire. Elle avait tout repris, et plus encore. Pas par cruauté, mais par la vérité. Pas par trahison, mais par la patience. Le cadeau d'anniversaire que Daniel lui avait fait, la liberté, s'était avéré être exactement ce dont elle avait besoin. La liberté des illusions. La liberté du faux amour. La liberté de construire quelque chose de mieux sur les cendres de ce qu'ils avaient brûlé. Elle a levé son verre de vin vers le ciel nocturne. Joyeux anniversaire à moi, a-t-elle murmuré. Et elle le pensait.
Si quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance vous offrait tout ce que vous aviez toujours voulu en échange de la destruction d'une personne innocente, accepteriez-vous l'accord? Ou vous demanderiez-vous pourquoi il avait besoin de vous pour l'aider à gagner? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur le prix de la trahison et le pouvoir d'une vengeance patiente.